l'analyse de la valeur et l'analyse fonctionnelle de la valeur. Un exposé qui vous est présenté par Jean-Baptiste Dienne et Diane Husson. Tout d'abord, un peu d'historique. L'analyse de la valeur est une méthode née aux États-Unis juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux efforts de Lawrence Dello Miles, ingénieur à General Electric, qui devait résoudre un problème de pénurie des matières nobles. Miles découvre alors que dans un produit, ce qui compte, c'est la fonction qu'il exerce, quelle que soit la solution utilisée pour satisfaire cette fonction. À partir de ce constat, il cherche des solutions créatives permettant de réaliser des économies et donc des solutions de produits qui répondent uniquement aux besoins pour lesquels le produit existe. Cette méthode a beaucoup été améliorée au Japon avant d'être importée dans les années 1960 en Europe via les filiales des entreprises américaines. Nous allons dans un premier temps étudier cette méthode complexe qui permet d'améliorer la performance du sujet étudié. Dans un second temps, nous étudierons plus précisément une étape clé de cette méthode qui est l'analyse fonctionnelle. Les objectifs de cette méthode sont donc de faire des bénéfices, produire au plus juste, satisfaire le client et optimiser la conception du produit. Les domaines d'application de cette méthode sont les services et activités tertiaires, approvisionnement, marketing et distribution. Mais on peut également le retrouver dans l'aéronautique ou encore de la chimie industrielle. Cette méthode est surtout utilisée en recherche et développement, ce qui a pour but d'optimiser le produit. Les étapes de l'analyse de la valeur. L'orientation de l'action. Cette phase consiste à orienter l'action et en délimiter le champ, à donner une définition initiale des objectifs, des contraintes, du degré d'innovation admis ou recherché et à fixer les moyens accordés. L'objet d'étude. En spécifiant les causes qui ont déclenché cette étude. Les données initiales du problème. Il précisera les éléments d'insatisfaction et de satisfaction du produit ou service existant et les principaux éléments du contexte concerné. Le cycle de vie du produit. On peut étudier un produit pour un cycle allant de l'acte d'achat à la mise au rebut ou plus traditionnellement pour son utilisation principale. Les contraintes et invariants. On notera les éléments normalisés faisant l'objet de propriétés industrielles ou de brevets et de même que les éléments faisant l'objet d'études parallèles sur l'analyse de la valeur récemment terminée. Les objectifs et moyens. On définira les grandes lignes concernant les résultats attendus. Hausse de productivité, hausse de rentabilité. Les moyens concerneront en particulier le choix de l'animateur du membre du groupe de travail. La phase numéro 2, la recherche d'informations. Cette phase a pour objectif de recenser et communiquer toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du groupe de travail. Le travail individuel, le travail en groupe, l'inventaire des informations nécessaires et le classement des informations. L'étape 3, analyse des fonctions du coût. Cette étape sera présentée en détail dans la partie numéro 2 du diaporama. La phase numéro 4, la recherche des solutions. La recherche de maximum d'idées est effectuée par fonction en évitant toute censure, toute sélection prématurée. C'est à cette étape que seront utilisées les techniques de créativité. Il en convient également d'examiner les solutions qui ont été proposées dans d'autres domaines pour les problèmes analogues. Cette recherche proprement dite est suivie d'un premier tri en utilisant dans chaque critère les plus adaptés, notamment fonction, coût, délai. Le but est de sélectionner un nombre restreint de solutions, d'éliminer celles présentant des inconvénients importants et évidents et de retenir celles où les avantages sont les plus marqués. L'étude et évaluation des solutions. Le but de cette phase est de dégager des solutions qui répondent au milieu à des critères et objectifs de l'action et qui seront proposés aux décideurs accompagnés du bilan provisionnel. Les critères de choix. C'est la faisabilité, le coût
risques et autres contraintes de conception telles que la maintenabilité, les propriétés industrielles. L'étude des idées retenues dans la phase précédente sort du cadre du travail de groupe pour entrer dans le cadre fonctionnement de l'entreprise. Donc, une étude sera faite en adéquation des opérations faisables en entreprise. Les bilans prévisionnels et propositions de choix. Les bilans prévisionnels. L'animateur, avec l'aide des services opérationnels, va dresser un bilan prévisionnel des solutions sélectionnées et les présenter au groupe. Proposition de choix. La présentation des solutions proposées, faite par l'animateur et le groupe, est justifiée sur les critères suivants. Motif de sélection, niveau estimé pour chaque critère, chiffrage des coûts, dépenses, gains, investissements, liste des avantages et inconvénients. Principales conditions d'application, délai, études complémentaires, validation, conséquences sur les hommes et sur l'entreprise. La décision. Le choix final est la responsabilité du décideur. À charge pour lui de prendre les accords nécessaires auprès de la direction de l'entreprise. La phase numéro 7, qui est la dernière phase, suivie de réalisation. Cette phase est très importante, mais elle est souvent négligée. Elle est effectuée sur instruction du décideur. La phase du plan de travail qui est associée consiste au seul suivi de la réalisation. Celui-ci est généralement effectué par l'animateur et a pour prévision de rendre compte au décideur des anomalies relevées et de provoquer, s'il y a lieu, une reprise partielle de l'étude. Nous allons donc maintenant nous intéresser à une étape importante de l'analyse de la valeur qui est l'analyse fonctionnelle de la valeur. Cette méthode consiste à recenser, caractériser, ordonner, hiérarchiser et valoriser les fonctions d'un produit. C'est un outil d'aide à la conception et un cahier des charges fonctionnel qui répond aux besoins des clients. Elle permet d'obtenir un meilleur service à moindre coût, de se mettre d'accord sur le sujet, sur ce qui est attendu du projet et bien sûr d'innover. Elle est composée de 2 démarches, l'analyse fonctionnelle du besoin et l'analyse fonctionnelle du produit. Nous allons tout d'abord détailler l'analyse fonctionnelle du besoin. Elle est nécessaire car elle permet d'obtenir les données qui permettent de réaliser la conception du système. C'est également un outil de dialogue avec le client qui permet de compléter les informations manquantes. On la réalise en déterminant les fonctions principales d'un objet et les fonctions de contrainte. Les fonctions de contrainte sont les fonctions qui ne sont pas demandées par l'utilisateur, mais nécessaires pour assurer les fonctions du service. Pour cela, on réalise un diagramme en forme de bêta-corne. Voici un exemple de ce genre de diagramme. On répond d'abord à la question « À qui rend-il service ?» La réponse est l'usager. Ensuite, on répond à la question « Sur quoi agit-il ?» La réponse est de l'énergie. Cet objet est un portable. Nous allons ensuite répondre à la question « Dans quel but ?» Nous allons ensuite procéder à l'analyse fonctionnelle du produit. Elle permet de caractériser le fonctionnement interne de la solution technique dégagée. On la réalise par une étude systématique de l'environnement du produit en réalisant un diagramme d'environnement ou pieuvre fonctionnelle. Pour réaliser ce diagramme, on décompose la démarche en 5 étapes. Tout d'abord, on recense les différentes fonctions, principales ou secondaires. Ensuite, on les caractérise, puis on les ordonne, on les hiérarchise et on les valorise. Nous allons maintenant voir un exemple d'application. Ici est représenté le diagramme en pieuvre du téléphone portable. Dans les ronds sont représentées les fonctions de contrainte. Ici, on a la fonction principale qui est avant tout de servir à l'utilisateur. Les contraintes sont les ondes radiotéléphoniques, la réglementation et le sens esthétique, ainsi que le secteur d'alimentation.
Grâce à ce diagramme, on peut identifier tous les besoins nécessaires auxquels on doit répondre lors de la conception du téléphone.